allez voir qu'il en connaît un morceau sur la question. Donc, il représente Robin des Toits, pour ceux qui connaissent cette association. Ils ont un stand dans le hall 2000, là. Et donc, il s'est dit, moi, je veux bien venir parler de ça. Je me suis dit, c'est vachement intéressant. Et puis, il a continué en disant, et en plus, je vais amener des solutions. J'ai dit, ouh, alors, ça devient vraiment très intéressant. Et donc, je vais lui donner la parole tout de suite et il va commencer sa conférence. Merci beaucoup, Frédéric, d'être là. Alors, bonjour à tous. Je tenais à remercier Cécile et toute l'équipe des bénévoles qui a permis la réalisation de cet événement. C'est fantastique. Voilà, ça permet d'évoquer des sujets difficiles. On a vu avec les précédents intervenants. Alors, Marion tout à l'heure expliquait la méthode. Moi, je vais expliquer les moyens techniques pour asseoir la méthode. Voilà. Donc, comment ? Ah, pardon. Oui, je prends le fil. Oui. Alors, oui, effectivement, j'ai demandé à utiliser le micro filaire. Je ne me rendais pas compte qu'il n'y avait pas le fil, parce que ça, c'est une vraie cochonnerie. Ça ne marche pas par télépathie, ça marche avec des ondes électromagnétiques, et moins on utilise des dispositifs sans fil, mieux on se porte. Alors, en espérant, oui, c'est magique, ça fonctionne. Vous voyez, on a un fil. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas parce qu'il y a un fil qu'on a perdu sa liberté. Bien, donc je vais me présenter. Frédéric Furlano, je suis membre du conseil scientifique de Robin des Toits. Robin des Toits, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association nationale qui défend le principe de système de télécommunication sans risque sanitaire, sans risque sociétal et sans risque environnemental. Aujourd'hui, je vais parler des risques sociétaux, mais sachez qu'il y a deux autres volets, environnementaux et sanitaire. Alors, par rapport à ce que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, par rapport au risque sanitaire, vous trouverez certaines des interventions de Robin des Toits sur la chaîne YouTube Robin des Toits, où on explique en 4 séquences de 1 heure les risques sanitaires. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il est important de savoir pourquoi on doit mettre au rebut tous ces objets connectés. Ce n'est pas que des aspects politiques et sociétaux, c'est aussi des aspects sanitaires, voilà, qui portent un risque élevé. Alors vous avez la chaîne YouTube de Robin des Toits, et vous avez des interventions diverses et variées, et notamment une magnifique sur la chaîne Dosumani. Voilà. Et donc vous avez une intervention avec le professeur Marc-Henri et Anthony Brun-Maestroni, et une intervention également avec Patrick Jolan. J'en parlerai de Patrick Johan sur la chaîne de Nicolas Bouvier, puisqu'il nous a sorti des documents très intéressants avec des brevets sur la manière de maîtriser et de manipuler le cérébral par des dispositifs émetteurs d'ondes électromagnétiques. Donc on n'est pas en train de parler de science-fiction, on est en train de parler de choses qui sont documentées, qui sont éprouvées, puisque brevetées et reproductibles. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, ensuite, pour les solutions, Robin des Toits vient d'éditer un manifeste qui parle justement du problème et ensuite des solutions à apporter. C'est un livre qui a été écrit à 12 mains au sein de l'association Robin des Toits. C'est un produit collectif avec différentes compétences et voilà le résultat. Un livre à assistance à civilisation en danger. Parce que nous ne sommes pas des militants, nous sommes dans la situation où il s'agit de porter secours à une population qui n'a pas compris les dangers auxquels elle est exposée. Au même titre que vous vous promenez le long d'un ruisseau, d'un fleuve, et vous voyez quelqu'un en train de se noyer, si vous lui envoyez une bouée de sauvetage ou si vous plongez pour aller le secourir, ce n'est pas une action militante, c'est une action d'assistance à personne en danger. Il faut bien se le mettre dans la tête. Voilà. Et si moi-même, on m'avait dit il y a 10 ans ou 20 ans, je serais là devant vous ce soir et que j'animerais des conférences, parce que j'anime régulièrement des conférences sur le sujet, j'aurais certainement pris la personne pour une folle. Voilà. Je n'ai pas vocation à me mettre dans la lumière. Alors pour ceux qui voudraient creuser le sujet, il y a des livres qui parlent de ça. Denis Bourgeois, Le monde de la 5G. Nicolas Bérard, que certains peut-être d'entre vous connaissent, Ce monde connecté qu'on nous impose. Voilà, vous avez l'occasion de creuser. Et ainsi que
Pour moi, un livre fondamental qu'il faut offrir à Noël, c'est L'Arc-en-ciel invisible d'Arthur Firstenberg aux éditions Ambre. C'est un livre fondamental parce qu'il est extrêmement bien sourcé, 140 pages de références bibliographiques de premier niveau scientifique, voilà, qui retrace l'histoire des dispositifs à base d'électricité sur les 250 dernières années. Voilà. Et vous y découvrirez que, notamment, j'en dis pas plus, mais notamment, les épidémies de grippe annuelles sont devenues annuelles avec l'installation des réseaux d'électricité, notamment ça a commencé avec la révolution industrielle en Angleterre. Voilà. Donc, on parle bien de terrain, on parle bien de diminution de la capacité de la population à réagir par rapport à des agressions virales, bactériennes, environnementales, etc. Et donc, dans ce contexte-là, ce livre-là explique bien et montre bien l'impact des épidémies de grippe à partir de l'année 1889, une épidémie qui se déclenche brutalement le même jour sur tout un territoire parce qu'il est occupé par des réseaux électriques. Voilà. Donc ça, on en parle bien et on voit bien l'effet. Et à l'époque, pour que l'épidémie se propage le même jour, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de moyen de locomotion qui permettait une propagation instantanée le même jour, sauf les réseaux électriques. Alors, c'est ce que je dis dans toutes mes interventions, merci d'éteindre vos téléphones portables. Quand je dis éteindre, c'est vraiment les éteindre. Parce qu'il y a peut-être des personnes sensibles. Donc je reviens sur le sujet principal, asservissement par le tout connecté, et qu'est-ce qu'on propose? Alors mon exposé va se découper en deux parties. En quoi est-ce un problème, le tout connecté, et ensuite les solutions pour y remédier. Alors on va commencer par le premier problème. Le premier problème, c'est l'ignorance. Donc je pense que vous avez compris le sujet. Citation de Orwell, « La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance ». Et nous sommes là aujourd'hui. Dans l'ignorance, parce que les gens n'ont pas compris le sujet, ne s'intéressent pas, ne creusent pas, ne s'informent pas, et on ne leur en donne pas les moyens non plus. Donc, Internet est un outil fantastique. Moi, j'ai commencé par ça, Internet. C'est des bibliothèques universitaires à la maison, en disponibilité à tout instant. Et c'est ça qui me fait dire que dans une société du tout connecté, c'est le grand paradoxe, l'ignorance est un choix individuel. C'est-à-dire qu'à la différence des années 70 ou 80, où on était condamné à avoir des réseaux parallèles ou bien à suivre ce que racontaient les médias classiques, là aujourd'hui, on a des médias alternatifs, on a des moyens d'information alternatifs qui permettent de contourner ces difficultés. Alors, je vais vous parler d'une emprise. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris une image caricaturale qui respire la santé mentale, mais c'est ce que vous voyez tous les jours dans votre vie quotidienne où les gens ont baissé les yeux. Alors, ils ont baissé les yeux, ils baissent la tête. C'est un acte de soumission. Vous avez bien compris. Alors, là où les gens s'en émeuvent, pour être un peu sérieux, c'est dans le monde du football. Dans le monde du football, et oui, les coachs s'émeuvent du fait que sur le banc des remplaçants, les joueurs ne suivent pas le match. Ils sont happés, ils sont concentrés sur le téléphone portable. Et du coup, ça nuit à la stratégie pour la suite du match si jamais ils sont appelés à rentrer sur le terrain. Mais bon, c'est la seule profession qui s'émeut de la situation. Moi, je vais vous parler d'une dérive sectaire. Je vais prendre les critères d'une dérive sectaire. Dans les critères, pour définir une dérive sectaire, vous avez la déstabilisation mentale. Vous avez la rupture induite avec l'environnement d'origine. Marion Saint-Michel en parlait à l'instant, c'est essentiel pour justement l'asservissement. Les atteintes à l'intégrité physique, je vais parler des nuisances du mode du tout connecté. Et évidemment, il y a l'intégrité physique qui est touchée, l'embrigadement des enfants. Marion vient d'en parler à l'instant, qu'il était clé de s'attaquer aux enfants, puisqu'on a vu que les plus anciens qui avaient connu l'ancien modèle n'allaient pas se laisser berner par les manipulations actuelles. Et que, de fait, les plus anciens étaient dangereux par rapport au nouveau modèle. L'allégeance inconditionnelle. Alors là, essayez de demander à un adolescent de se passer de son téléphone portable, ne serait-ce qu'une journée. Vous allez voir les yeux. Vous allez voir les yeux.
et une doctrine incitant à des actes contraires à la législation. Alors là, je ne peux m'empêcher de citer l'exemple de l'éducation nationale qui impose à des générations complètes de se doter d'une téléphonie mobile pour accéder avec Pronote aux emplois du temps, aux salles, etc. Et après, avec toutes les dérives qui vont avec, hein, c'est-à-dire le harcèlement scolaire, puisque l'outil téléphone portable est un vecteur de harcèlement, et le vecteur du harcèlement, puisqu'après on accède au film, on accède aux réseaux sociaux, etc. Et donc derrière, l'éducation nationale a beau jeu de venir de donner des leçons de morale, parce qu'on ferait trop d'écran. En somme, l'éducation nationale vous donne la bouteille de whisky, et après il vous reproche d'être devenu alcoolique. Voilà. Donc voilà le monde un peu décalé auquel nous avons affaire. Le tout connecté est donc une dérive sectaire. Je précise une chose, j'ai oublié de le dire. Donc je suis membre associatif, je ne suis pas médecin, je ne suis pas militant, vous l'avez compris. J'explique les choses, j'analyse, pas plus. Après, à vous d'en disposer. Vous remarquerez au fil de mon exposé que je ne pratique pas la langue de bois. Je n'ai pas suivi de cours là-dessus. Et c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Donc ne soyez pas heurtés. Et si vous trouvez que mes propos sont un peu trop virulents, commencez par vous poser la question du manque d'informations qu'il vous faudrait pour monter à ce constat-là, éventuellement. Et puis après, on peut en discuter, éventuellement. Je précise une chose, c'est qu'à la fin de mon exposé, on ouvre une série de questions sur un quart d'heure. Donc, il n'y a pas de problème. Je répondrai à toutes les questions possibles et imaginables. Alors, dans la prise de conscience, par rapport à l'outil, il faut réaliser que l'ordiphone, hein, j'appelle ça un ordiphone, parce qu'il faut voir le sujet quand même. Quand vous regardez les caractéristiques techniques des smartphones, vous voyez que ces smartphones sont beaucoup plus puissants que vos ordinateurs personnels ou que n'importe quel PC portable. Voilà. Alors, posez-vous la question, pourquoi a-t-on mis dans vos doigts, dans vos mains, une technologie aussi avancée? Est-ce simplement pour vous divertir? Est-ce simplement pour vous donner l'accès à de l'information? Alors, de l'information choisie, parce qu'en général, elle est gratuite, et comme je le dis régulièrement à Cécile, quand c'est gratuit, c'est où le produit? Alors, oui, ordiphone, cheval de Troie, électronique, ça c'est Sylvain Tesson. Outils de surveillance, d'asservissement, c'est de l'ingénierie sociale à travers le téléphone portable, hein, parce que le téléphone portable permet le paiement, et donc avec le téléphone portable, on vous sort de la société si jamais vous n'êtes pas un bon citoyen. Je fais référence en particulier au mouvement au Canada, qui ont eu lieu il y a 2 ans, où on a fermé les comptes. Et puis, de toute façon, les gens qui ne respectent pas le dogme actuel, ils ont de suite, immédiatement, des ennuis avec leurs comptes bancaires qui sont fermés, etc. Et puis, l'ordiphone, c'est un instrument porteur d'addiction, hein, le lien mental par conditionnement. Voilà, une vraie drogue. Donc, le tout connecté, je résume, c'est une toxicité double, emprise addictive et exposition à des ondes électromagnétiques artificielles pulsées. Et parce qu'elles sont pulsées, elles sont bioréactives. Et parce qu'elles sont bioréactives, elles sont encore plus puissantes pour faire réagir la physiologie. Et comme c'est pas une pollution, la pollution électromagnétique artificielle n'est pas une pollution supplémentaire, c'est une pollution perverse, parce qu'elle porte sa propre toxicité, et en plus de sa propre toxicité, elle déverrouille les mécanismes physiologiques qui permettaient de tolérer les autres pollutions. Donc, en vous déprotégeant par rapport aux autres pollutions, vous amplifiez les effets des autres pollutions, en plus de la toxicité des ondes électromagnétiques. C'est la raison pour laquelle on voit dans les statistiques aujourd'hui apparaître des tableaux cliniques qui apparaissaient beaucoup plus tard dans la vie, après une exposition beaucoup plus longue, et qui apparaissent beaucoup plus tôt aujourd'hui. Par exemple, je pense à la maladie d'Alzheimer. On nous a longtemps expliqué, le corps médical incompétent nous expliquait que la maladie d'Alzheimer, c'était lié au vieillissement. On retombe sur la logique, quand tu es vieux, c'est presque une maladie.
Et donc, c'était lié au vieillissement et que c'était normal, parce que l'espérance de vie augmentait, et de croiser ce genre de pathologie. Et on voit exploser aujourd'hui ce type de tableau clinique, désormais, parmi les 25-35 ans. Parce que, effectivement, longue exposition à tout un tas de polluants, dont la pollution électromagnétique, dont le système nerveux central, parce que téléphonie collée à l'oreille, et oui, on est assez mal foutu, on a le cerveau pile entre les deux oreilles. Et alors, détrompez-vous sur le fait que c'est nouveau. Nous avons croisé ce genre de scandale sanitaire, parce qu'il faut parler clairement d'un scandale sanitaire, avec le scandale du tabac. Et là, je fais référence au livre Golden Holocaust de Robert Proctor. Vous voyez, avec la communauté de situations, entre le tabac et l'ordiphone, vous voyez que le tabac avec son facteur addictif, qui faisait que la personne était emprisonnée dans le tabac, là, c'est l'écran pour l'ordiphone, et après, avec tout le cortège de toxicité qui va avec dans les deux cas. Et alors, on est tellement drogué au tout connecté que si le Titanic coulait aujourd'hui, nous aurions cette scène avec des gens qui filmeraient leur propre mort, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de filmer leur propre mort. Voilà. Donc, je reviens sur l'exposé. Est-ce un hasard et une coïncidence ? Bien non, c'est ni un hasard ni une coïncidence. Marion l'a expliqué brillamment. On subit un dérapage totalitaire dont les outils technologiques sont indispensables pour verrouiller l'action totalitaire. Sans les outils technologiques, c'est de suite beaucoup plus compliqué. Si vous aviez un doute, je vous renvoie sur le livre de Patrick Joland, 31 octobre 2023, où vous avez détaillé par le menu tous les brevets qui permettent de maîtriser technologiquement l'emprise sur le cérébral. Manipulation psychique, manipulation mentale, on vous fait entendre des voix, etc., à volonté. Et ça, c'est maîtrisé, il n'y a pas de débat. Alors, pour que vous compreniez d'où on vient et où on va, je vais vous rappeler les principes de base de la 3G, 4G, 5G et 6G. La 3G, 4G, c'est l'Internet via des smartphones ou des PC portables. Jusque-là, tout le monde suit. La 5G, c'est l'Internet des objets. Donc, vous voyez, on étend le périmètre des objets communicants. C'est-à-dire, le frigo va se mettre à communiquer, la bouilloire, la brosse à dents, enfin, que des objets indispensables. Vous l'avez compris ? Et la 6G, là, on s'accroche. La 6G, c'est l'Internet des corps et des comportements. Et là, on rigole beaucoup moins parce que là, on est sur de l'interaction directe avec votre manière de penser. Voilà. Et donc, ça rejoint les notions de biopolitique de Michel Foucault, qui donnait ses cours au Collège de France dans les années 70. Mais tout ça, c'est parfaitement documenté. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de secret. C'est documenté, il suffit de lire. Donc, on est sur une dérive totalitaire patiemment orchestrée. Marion l'a expliqué tout à l'heure. Il y a un paradoxe qui est le suivant. La société pro-technologique, puisqu'on baigne dans ça, prétendument, nous sommes dans une société laïque, mais elle n'a jamais été aussi religieuse que ça, avec des dogmes respectés. Et donc, la technologie, il faut absolument respecter la technologie. Et donc, ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que la technologie, surtout quand elle est complexe, c'est un processus antidémocratique. Il est antidémocratique parce qu'à partir du moment où le niveau d'instruction de la population ne suit pas la complexité technologique, quand je dis population, c'est la population, nous tous, plus les représentants, les élus, qui ne comprennent pas les subtilités de la complexité technologique, du coup, la décision, en âme et conscience, ne peut pas se faire sur des bons critères. Soit on délègue auprès de personnes dont on ne maîtrise pas les liens et les conflits d'intérêts, soit on ne prend pas forcément les bonnes décisions parce qu'on n'a pas pris tous les risques en question. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que c'est antidémocratique. Je passe. Alors effectivement, ce que je dis, c'est que un élément essentiel, c'est qu'on ne peut pas avoir à la fois le niveau d'instruction qui baisse, qui s'effondre à vitesse grand V, notamment dans les jeunes générations, et à la fois leur mettre dans les mains
des outils de plus en plus complexes technologiquement, au point qu'on en est arrivé aujourd'hui à avoir des jeunes qui ne savent même plus lire un mode d'emploi. Je ne parle pas de le concevoir, le mode d'emploi, je parle simplement de le lire et de le comprendre. Voilà. Et alors, dans le même temps, les soi-disant pro-sciences cultivent des opinions et des croyances. Et comme ils sont sans arrêt en train de cultiver des opinions et des croyances, ils pensent que tout le monde fait pareil. Et donc, quand vous avez une discussion avec quelqu'un sur les risques technologiques du tout connecté, la personne que vous avez en face, elle pense que vous en êtes au même niveau de connaissance qu'elle, c'est-à-dire que zéro, vous n'avez pas essayé de creuser la question. Donc, elle vous envoie des opinions et elle vous dit, vous croyez, ça c'est votre opinion, du style les goûts et les couleurs. Vous voyez? Voilà, donc on en est là. C'est-à-dire tout se vaut. C'est-à-dire celui qui a bossé, qui s'est instruit, eh ben, sa parole compte autant que celui qui s'est légumé devant BFM TV ou France Sphincter. Alors, histoire de détendre un peu l'atmosphère, parce que j'en profite, parce que le discours est pesant et lourd. Marion disait tout à l'heure que nous avons toujours été baignés dans des contes pour nous faire l'heure essentielle. Alors, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, j'apporterai juste un petit bémol. On a changé les titres des contes. Au départ, nous avions Blanche-Neige et les 7 nains. Et aujourd'hui, désormais, c'est Blanche-Fesse et les 7 mains. Alors, l'illusion de progrès, la nouveauté technologique, et oui, elle est toujours présentée comme un progrès. Sauf que le progrès n'est le fruit que d'une analyse. Déjà, de quel progrès parle-t-on? Est-ce qu'on parle du progrès humain ou du progrès technologique? Si le progrès technologique est au service de l'humain, on devrait d'abord s'intéresser au progrès humain. Et ensuite, faire une analyse bénéfice-risque, analyser tous les bénéfices, regarder surtout aussi analyser tous les bénéfices et aussi regarder tous les risques. Voilà. Mais ça, généralement, on ne le fait pas. Donc, il y a une confusion. Et la confusion, on la retrouve sur les solutions technologiques. Si vous avez besoin d'aller chercher votre baguette de pain, vous prenez vos tennis, prenez votre vélo, vous allez à la boulangerie du quartier en tennis ou en vélo. Si vous avez besoin d'aller à New York, vous n'y allez pas aller en vélo. Vous allez choisir une solution technologique adaptée. Vous n'allez pas y aller à la rame, vous allez prendre un billet d'avion. Bien, eh bien, rigolez pas parce qu'aujourd'hui, on vous demande d'aller à la boulangerie chercher votre pain avec un billet d'avion. C'est-à-dire qu'on impose une solution technologique unique pour tous les usages. Donc le problème, il commence par être là. On ne s'est jamais posé la question du besoin réel des populations. On s'en fout. La population n'a pas besoin de tout connecter. Elle a surtout besoin de remplir son frigo, et elle n'a pas besoin, de sans fil en permanence. Surtout quand les usages et les contextes d'utilisation sont en général sédentaires, c'est-à-dire on le fait à la maison. Quand on est dans un lieu fixe, il n'y a aucune raison d'utiliser du sans fil. Le sans fil est là pour les mobilités. Voilà. Donc déjà, il faut s'extraire du dogme et poser la question du réel besoin de la population. Mais là, on rentre dans la situation où il faut analyser et éviter la fabrication du consentement. C'est-à-dire que, exemple pour le tout connecté, on commence par vous supprimer toutes les solutions filaires, et comme la population elle a besoin d'être connectée à un téléphone ou à Internet, les seules solutions qu'on lui propose, c'est du sans fil. Donc elle se dit, j'ai besoin d'un pylône à proximité. Non, elle n'a pas besoin d'un pylône. Elle a besoin de connexions de qualité et performantes. Ce qu'on peut faire 10 fois plus facilement avec du filaire. Mais comme le filaire ne répond pas à la logique d'emprise, à la logique de maillage du territoire en instantané et d'emprise sur l'ensemble de la population, on détricote le filaire pour mettre en place ce qui va permettre d'asseoir la politique d'asservissement et de surveillance globale.
Je passe là-dessus. Sédentaire, mobilité, ça c'est essentiel. Et alors, juste un point essentiel, c'est que dans les éléments de langage, on vous dira toujours « Oui, mais vous êtes bien content d'appeler les secours quand il n'y a pas de cabine téléphonique. » Alors, ce sont les mêmes qui sont aux manettes, qui ont supprimé les cabines téléphoniques. Celui qui a signé le décret, il s'appelle Emmanuel. Voilà, donc c'est bien le même. C'est bien le même. J'ai oublié le prénom, le nom. Voilà. Norcam, voilà. Norcam, le prince du néant. Donc, cette personne-là, oui, téléphonie mobile, pour appeler les secours, la 2G suffit, avec de très faibles niveaux d'émission, donc sans effet sanitaire. Oh, 10 minutes déjà. Pour Internet, la 3G suffit. Et en mobilité, on n'a pas besoin de gros débit, on n'a pas besoin de 5G. La 5G est uniquement là pour la monnaie numérique. Vous savez, celle qui vous permettra de vous contrôler ensuite, puisqu'on vous fermera la capacité à acheter. Parce que la monnaie numérique, c'est un droit à pouvoir acheter tel type de produit en fonction de votre profil, si vous êtes un citoyen conforme ou pas conforme. J'accélère, je n'ai pas le temps de tout parler. Donc, je vais parler des solutions maintenant. La technologie au service de l'homme en 2 axes. Il faut commencer par réduire le niveau de pollution électromagnétique. Si j'ai des questions, je parlais des effets sanitaires. Et également réduire la partie addiction, l'emprise addictive sur la population, en particulier la jeunesse, qui est la plus perméable. Marion l'a expliqué précédemment. Pour réduire la pollution électromagnétique, il faut déjà une prise de conscience du problème. Et ça veut dire déjà commencer par rendre visible l'invisible, se doter d'outils qui permettent des mesures pour vous permettre de faire le grand nettoyage dans votre domicile, de tous les objets émissifs et d'identifier dans l'espace public qu'est-ce qui est problématique. Identifier les appareils pollueurs, dépolluer, rationaliser les usages. C'est ce que j'ai expliqué. Ça n'a aucun sens de télécharger un film ultra haute définition sur un écran de 12 cm de diagonale. C'est du délire. C'est du délire. C'est un petit peu comme si on vous demandait d'utiliser une bombe thermonucléaire pour éradiquer les moustiques dans votre chambre. Voilà. Mais on en est là, hein. Alors, il y a des appareils grand public qui existent. Je précise que Robin des Toits ne vend pas d'appareils. Mais bon, voilà, on vous donne des infos sur les appareils à utiliser, qui vous donne les infos utiles. Alors ça, j'ai fait ça dans un hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait quand même du 4 à 7 volts par mètre. 7 volts par mètre. Alors ce qui est intéressant sur cet appareil, c'est que vous voyez la toxicité des ondes avec des pics d'ondes. C'est ça qui fait la toxicité des ondes. C'est les pics, les impulsions électromagnétiques qui viennent choquer vos cellules. Et c'est le principe de la goutte. Au début, vous résistez et au bout d'un moment, votre physiologie déraille. Et ce genre d'appareil vous permet d'identifier la forme des trains d'ondes auxquels vous êtes soumis. Voilà, ça c'est dans un hôpital. L'hôpital est le dernier endroit au niveau salubrité électromagnétique où il faut aller. Mais ça c'est voulu, hein. C'est organisé, il n'y a pas de problème. Et comme le corps médical est inconscient du risque, on continue. Ensuite, réduire la pollution, c'est informer massivement la population, convention d'Aarhus. Si j'ai des questions, je détaillerai. Former les parties prenantes, les électriciens, les architectes, etc. Former évidemment le corps médical. Interdire les courants porteurs en ligne sur les réseaux électriques qui polluent les habitations, qui ne sont pas conçus pour supporter ces trains d'ondes. Et réformer en profondeur la réglementation sur les expositions électromagnétiques. Alors là, si j'ai des questions, j'aurai le temps de détailler. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais sachez que la réglementation n'est absolument pas protectrice. Elle est là uniquement pour vous endormir et vous faire croire à une situation normale alors que vous êtes en risque sanitaire. Réduire encore la pollution électromagnétique, former les professionnels de santé, sensibiliser les élus, leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas là pour faire passer les plats, ce ne sont pas des facteurs de la préfecture, ce sont des gens qui sont là pour représenter la population. Donc quand il y a un projet notoirement polluant sur le plan électromagnétique, il s'agit de prendre en compte les alertes de la population. Exiger de vraies concertations publiques, et oui, mais ça c'est dans un autre monde. Alors, pour une technologie au service de l'homme et de la population,
il faut commencer par réinstaurer l'autorité parentale. Marion en a parlé, c'est essentiel. Le foyer familial, c'est le début du commencement, c'est la clé de voûte de la société. Et donc, ça veut donc dire que pour que les enfants comprennent l'intérêt, j'arrive à la fin, l'intérêt de modérer l'utilisation de tout ce qui est tout connecté, il faut absolument que les parents montrent l'exemple. Donc ça suppose de jouer son rôle d'autorité en tant que référence. Et là, il y a des cours à donner. Se fixer des règles de vie communes et des rituels sans écran, ça c'est essentiel. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez le cheminement, on est en train d'aborder une stratégie qui est équivalente à celle du sevrage pour tous les drogués. Parce qu'on est sur une situation d'emprise par une drogue. En somme, on nous fait le même coup qu'on a fait à la Chine au XIXe siècle sur les guerres de l'opium. L'Empire britannique voulait déstabiliser la Chine, l'opium produit dans le nord de l'Inde, en Chine, pour déstabiliser la Chine et prendre possession des comptoirs chinois. Ça, c'était l'objectif. Aujourd'hui, on nous fait le même coup avec le tout connecté sur nos jeunes générations, pour en faire après ce que l'on veut. Marion l'a très bien expliqué tout à l'heure, en disant que c'est la brèche, la jeunesse. Les anciens, eux, ils ont connu l'ancien modèle. Donc, ils ne se feront pas avoir. La jeunesse, elle est malléable, manipulable. Et donc, si on arrive à mettre le pied de biche dans la jeunesse, c'est bon, c'est gagné. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Prendre conscience de l'emprise sectaire, ça c'est bon. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Recréer du lien social, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que sortir de ces réseaux fictifs d'amitié, de connaissances qui sont à distance et recréer du lien social de proximité pour s'affranchir de tout ce qui est artificiel et connecté, réapprendre à s'informer, ça aussi, multiplier ses sources d'information. Malheureusement, le tout connecté permet l'accès à une information bas de gamme, c'est du fast-food, hein, c'est de l'information pour influencer et pas du tout pour informer. Donc ça, prendre conscience de ça. Et pour les enfants, réintroduire des rituels de lecture. Marion en parlait, la lecture est essentielle. Alors, pour les enfants, c'est éviter la surexposition aux ondes, interdire les applications addictives, parce que effectivement, non seulement l'écran est notoirement addictif, mais en plus, on le couple avec des applications qui vous ramènent sans arrêt à l'écran. Hein, donc ça, c'est pas bon du tout. Ça, il faut bannir tout ça. C'est d'ailleurs le jeu trouble de l'éducation nationale, hein, qui introduit tout un tas d'applications pour ramener vers l'écran et tient un double discours pour faire comprendre aux enfants qu'ils sont devenus addicts. Et les gars, c'est vous qui avez introduit la bouteille de whisky. Vous êtes en train de reprocher aux gens d'avoir sombré dans ce que vous vouliez, vers quoi ils sombrent. Bref, je ne peux pas m'empêcher de promouvoir les livres de Michel Desmurger. Je n'ai aucun lien d'intérêt, je ne suis pas lié à Michel Desmurger, mais vraiment, s'il y a quelque chose à découvrir, c'est notamment La fabrique du crétin digital. Là aussi, une foule de références bibliographiques qui permettent d'asseoir un discours fondé, argumenté. Et puis son dernier livre, faites-les lire. Voilà. Donc, pour résumer mon propos, pour lutter contre cette ignorance, qui est le terreau des dictatures ou des systèmes totalitaires, il faut commencer par apprendre à se réinformer, commencer par se constituer une bibliothèque plus grande que les écrans à la maison, parce qu'il y a certaines personnes, leur bibliothèque, il n'y en a pas. Et c'est dans les livres qu'on accède à la connaissance, c'est pas sur BFM VC. Et une fois que vous avez compris ça, eh bien, finalement, vous en viendrez à éteindre vos écrans et à allumer vos cerveaux. Voilà, ça c'est la conclusion à bien retenir. J'en profite dans la série des solutions. Marion en parlait tout à l'heure. La reconnexion à la famille, qui est le noyau fondateur, stabilisateur de la psyché de chaque être humain. La reconnexion à la nature est essentielle. Par l'emprise écran, c'est une manière de vous déconnecter de la nature. Et une fois que vous avez perdu vos racines, on fait de vous ce que vous voulez. La reconnexion à la nature est vraiment primordiale. Savoir aller en forêt, écouter les oiseaux, regarder le ciel. Quand il est bien bleu
et pas tramé. Voilà, avec des traînées de condensation, bien sûr. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc reprendre racine avec la réalité, la vraie réalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir poser des questions à Frédéric Furlano pendant 15 minutes avant d'aller manger. Donc, si vous avez des questions, allez-y, profitez-en. Il est là et il va vous répondre. Donc, oui, il y a Jean-Philippe devant. Oui, bonjour, merci pour l'intervention. Pour ceux qui ont eu le malheur, j'allais dire, de laisser installer ou de voir installer à leur insu des Linky, quelle est la solution que vous proposez technologique? Alors, quand vous êtes condamné à subir le Linky, il y a deux situations. Alors, déjà, je ferme une porte, c'est-à-dire que la question n'est même pas de savoir si vous avez le Linky ou pas le Linky. Parce que le problème n'est pas le boîtier vert, hein, sauf quand il prend feu. Mais comme il ne prend jamais feu, puisque Enedis nous l'a démontré qu'il n'y avait pas de problème d'incendie avec le Linky, donc de suite on est rassuré. Donc on peut continuer de dormir. En revanche, la problématique, ce n'est pas le boîtier, c'est le système de télécommunication par courant porteur en ligne du dispositif. Donc, je traduis ça, vu que la portée de ces dispositifs, c'est entre 300 mètres et 2 km, sauf si vous habitez à Pampougne, avec le plus proche voisin à 10 km, que vous ayez le Linky ou pas le Linky, ce n'est pas le sujet. Vous êtes dans la pollution électromagnétique du réseau électrique et donc, du coup, vous devez faire avec. Alors, dans le marché des filtres aujourd'hui, il n'y a pas de filtre efficace pour la bonne et simple raison. Actuellement, il y a des choses qui sont en projet, mais je ne peux pas en parler plus. Dans les filtres actuels qui permettent de nettoyer ce qui vous arrive sur votre réseau électrique, c'est comme si vous achetiez une voiture avec un système de suspension que sur la droite et pas sur la gauche. Je résume, les filtres actuellement ne filtrent que la phase et pas le neutre. Donc, vous changez juste la perturbation quand vous faites installer un filtre. Donc, les personnes électro-hypersensibles, elles ont l'impression qu'il y a une amélioration parce que la nature de la pollution a changé. Mais une fois qu'elles se réhabituent à la nouvelle pollution, elles retombent dans les mêmes travers qu'avant. Donc, la solution des filtres, vous oubliez. Il y a une solution qui, de mon point de vue, est gratuite et efficace. En particulier, c'est le moment de la nuit du sommeil. Si vous êtes vulnérable, c'est dans les positions statiques. Et il se trouve que quand vous dormez, en général, vous êtes statique pendant 6, 8 heures, 10 heures, selon les gros dormeurs ou pas dormeurs. Voilà. Donc, sur votre tableau électrique, vous identifiez les fusibles qui alimentent la zone nuit, votre chambre. Et vous coupez les fusibles le soir en allant vous coucher de la zone nuit, en veillant à ne pas toucher le fusible du congélateur, frigo, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est de travailler votre résilience sur la période nuit pour qu'au moins votre physiologie se ressource pendant la période nuit. Voilà. Voilà pour répondre par rapport au Linky. Si ce n'est pour dire que c'est un système notoirement toxique, c'est un des moyens techniques, un des premiers. Hein, parmi les tout premiers, il y avait quand même la carte bancaire hein, pour la partie ingénierie sociale, crédit social. Là, on a mis un deuxième outil, hein, c'est le Linky, hein, pour faire de l'ingénierie sociale. Voilà, et ça continue. Voilà. Donc c'est une vraie cochonnerie. Le mieux, c'est de ne pas l'avoir, mais comme je vous dis, la question, ce n'est pas la question de savoir s'il est sur la murette, s'il est chez le voisin, etc. Vous êtes pollué. Et en plus, quand on a instauré le système Linky, on a enlevé dans les concentrateurs, dans les transformateurs EDF, on a enlevé les systèmes tampons qui permettaient d'amortir tous les parasites électriques et qui garantissaient à peu près d'avoir un courant pur à 50 Hz. Du fait de ça, on a enlevé la protection et on a récupéré toutes les pollutions qui étaient périphériques et qui ne venaient pas du CPL. On a récupéré la pollution que quand Madame Durand allume sa machine à laver, ça envoie un pic électrique sur le réseau électrique. Quand Monsieur Dupont allume son grille-pain, c'est pareil. Et toutes ces pollutions se dispersent parce que les électrons, ils ne font pas le détail de savoir s'ils sont sur un fil de cuivre appartenant à Monsieur Durand, Madame Dupont, etc. Ils vont partout. Alors évidemment, en s'atténuant avec la distance. Donc plus vous êtes loin, plus ça s'amortit. Mais dans un environnement urbain, vous êtes tellement près qu'il n'y a pas d'amortissement à attendre. Voilà. Je vais demander à Bernadette de nous montrer quand il reste 5 minutes, si tu veux bien. Merci. Une autre question par là? Oui.
Bonjour et merci pour cette Je intervention. ne vois pas où vous êtes. Ah oui. D'accord, merci. Merci pour cette intervention. J'ai une petite question. Il y a des personnes en fait autour de moi qui mis une application pour savoir qui est vacciné ou pas dans la zone où nous nous trouvons. Est-ce que pour vous cette application est validée? Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Parce qu'on a fait un constat quand on met cette application en place. Très souvent, on se retrouve avec 75% de personnes non vaccinées en fait. Et est-ce que cette application peut apporter des ondes négatives en fait autour de la zone où nous sommes? Voilà, si j'ai bien expliqué. Alors, je vais répondre factuellement à votre question. Robin des Toits investigue en ce moment sur cette question. Moi, à titre personnel, ce que j'ai pu constater, ce sont les choses suivantes. Bon, déjà l'application dont BLU Scan, pour ceux qui souhaitent savoir, BLU Scan. Voilà, il y a celle-là, c'est une des meilleures. Ça s'installe sur votre téléphone portable et après, ça fait appel au Bluetooth pour communiquer avec d'autres éventuels appareils et ça vous dresse l'inventaire des appareils trouvés. Donc, vous allez trouver dans la liste des appareils nommément nommés avec des références industrielles. Et puis, dans la liste, vous allez trouver des appareils avec des numéros aléatoires avec la mention NA, non applicable, non identifié en quelque sorte. Et donc ça, c'est typiquement une réponse d'un système électronique non identifié. Bon, jusque-là, ça c'est factuel. Voilà. Après, certains disent qu'il y aurait une réponse des personnes qui ont été injectées par la substance expérimentale qui a été déployée à l'insu de tout consentement, évidemment, hein, puisque les gens n'étaient pas dûment informés des risques qu'ils prenaient. Et il se trouve que dans les fioles, en matière sèche, il apparaît, alors moi j'attends toujours la confirmation gouvernementale, puisque l'État est là pour notre bien, bien entendu, et il apparaît que quand vous faites évaporer la substance liquide, il ne reste que 95% d'oxyde de graphène. On se dit, que vient faire l'oxyde de graphène? Moi, j'attends la confirmation. Y est-il vraiment? Est-ce que c'est général, etc. Ce que j'ai vu, c'est que les tests qui ont été opérés sur différents produits émanant de différents labos contiennent ces résidus à sec à 95%. Donc, ce n'est pas un accident industriel. On n'est pas à la marge, on est en train de parler d'un constituant majeur. Et donc, il se trouve que les propriétés physiques de ces nanoparticules, une fois électrisées par exposition électromagnétique, viennent à se polariser avec un pôle plus, un pôle moins. Et donc, une fois électrisé, le pôle moins se marie avec le pôle plus de la particule d'à côté et on constitue des réseaux. Et ces réseaux constitués forment des antennes, puisque conducteurs d'électricité. Et ce sont ces antennes-là qui répondent à la stimulation Bluetooth. Voilà. Alors, si vous avez encore des doutes, je vous invite à aller dans les cimetières. Cimetières isolés à la campagne, de manière à être sûr de ne pas avoir d'habitation à proximité. Vous identifiez des tombes post-2021 et vous approchez votre portable avec la fonction Bluetooth activée de certaines tombes. Et vous allez voir des réponses de ces stimulations Bluetooth. Alors, je précise aussi que cette application, curieusement, elle ne peut plus être installée sur les smartphones tout récents. Vous pouvez l'utiliser sur les anciens smartphones. Rien ne vous empêche de vous doter d'un smartphone d'occasion, d'il y a 5 ou 10 ans, et de faire cette expérience, vous verrez. Voilà. Moi, à titre personnel, je l'ai fait sur différents cimetières et j'ai obtenu ce style de constat. J'approche de la tombe, j'ai la réponse. Je m'éloigne de la tombe, je n'ai plus de réponse. Voilà. Je pense, si je ne me trompe pas, il y avait 2 questions en une. Je ne suis pas sûre. Mais je me demande si la personne qui a posé la question ne se disait pas aussi, est-ce que l'application elle-même n'occasionne pas un risque, puisqu'elle recherche le Bluetooth, quoi, les connexions Bluetooth? Oui, mais c'est le même risque que quand vous passez un coup de téléphone. C'est-à-dire vous êtes... En fait, le vivant se contre-moque de l'appellation Bluetooth, 5G, 6G, etc. Le vivant, ce qu'il perçoit, c'est des stimulations électromagnétiques, des pics d'intensité
le champ électrique. C'est tout ce qui perçoit le vivant. La technologie, il s'en fout. C'est pour ça que souvent on me dit, est-ce que vous avez des publications qui montrent le danger de la 5G ou de... On s'en cogne, on s'en contre-cogne. Le vrai sujet, c'est la stimulation en radiofréquence. Ce qui est intéressant, c'est à quelle fréquence le vivant réagit et surtout si l'onde est pulsée et à quelle fréquence elle est pulsée. Je rentre juste un petit peu dans le détail. Il se trouve qu'il y a des protocoles type Wi-Fi ou DECT qui pulsent à 100 Hz ou 10 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les trains d'ondes sont envoyés par paquet 10 fois par seconde ou 100 fois par seconde. Ça veut dire une chose, c'est que le vivant va se synchroniser avec cette fréquence de base. Et si par exemple vous avez votre cerveau qui fonctionne dans le sommeil profond à 2 Hz, au lieu de fonctionner à 10 ou 20 Hz en hyperactivité, voire même en situation de stress, donc je résume, pour vous reposer, il faut que la pulsation de votre cerveau s'abaisse au plus bas possible. Mais si vous le stimulez à 10 Hz, eh ben, il va se caler sur le 10 Hz. C'est ce qu'on appelle la synchronisation biologique. Et s'il se cale à 10 Hz, fini le sommeil profond. Donc fini le sommeil réparateur et bienvenue à la fatigue chronique. Et quand vous allez voir le Toubib, évidemment, comme il n'a pas été formé à ça, il ne va pas vous poser les bonnes questions. Il va vous filer des cachetons et vous allez vous enfoncer encore un peu plus dans la fatigue chronique. Voilà. Donc nous sommes des êtres vibratoires. Et les ondes électromagnétiques interagissent. Merci beaucoup. Oui, merci. Pardon, une seconde. Il y a une question là-bas. Oui, j'ai une petite question qui est après celle sur le Linky. Comment fait-on pour se protéger des antennes, puisqu'en dehors des compteurs Linky, nous sommes maintenant pollués par toutes ces grosses antennes 4G, 5G? Alors Merci. déjà, pour se protéger des antennes, il faut empêcher les nouveaux déploiements. Voilà. Et pour empêcher les nouveaux déploiements, il faut faire prendre conscience au conseil municipal de votre localité que, encore une fois, ils ne sont pas là pour servir les plats. Ils sont là pour représenter la population. Alors quand vous entendez les maires qui pleurnichent, à qui veut bien les croire et les entendre, il faut leur rappeler qu'ils sont là aussi pour informer la population. C'est un devoir. Et quand je dis informer la population, ce n'est pas faire venir le représentant de commerce de l'antenne pour vous expliquer comment le pylône va être peint pour que vous l'oubliez, parce qu'on n'est pas sur des phénomènes psychologiques. Il doit faire venir une information diverse et variée et équilibrée. Et ça, ils ne l'ont pas compris encore, les maires. Voilà, ils sont sous emprise, eux aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et si un maire doit dire merde à un préfet, qu'il le dise. Vous voyez ce que je veux dire? Le maire n'est pas là pour être un rouage de plus de l'État. Il est là pour représenter la population. Voilà. Donc, par rapport à votre question, c'est aussi simple que ça. Et arrêtez de consommer du téléphone mobile. C'est-à-dire qu'en gros, le téléphone mobile, ça doit être un outil dans les situations de mobilité. Et c'est vous qui le sonnez, ce n'est pas lui qui vous sonne. Donc, quand vous rentrez dans ce processus-là, de vous rendre compte que ce n'est pas un outil indispensable et que la vraie question, c'est la connexion. Et la vraie question, elle doit être filaire, c'est-à-dire l'entretien des lignes filaires avec de la performance, parce que contrairement à ce que les gens pensent, les débits sont dégradés en sans fil. Vous avez la performance optimale en filaire. Voilà. Donc, et aujourd'hui, la santé publique subventionne indirectement les déploiements du sans fil parce que les effets sanitaires, on a cassé le thermomètre, les médecins ne sont pas formés, donc ils ont beau jeu de vous dire, ces gens-là, qu'il n'y a aucun risque sanitaire. Évidemment, il n'y a pas de thermomètre pour prendre la température, donc ils ont le toupet de venir vous expliquer qu'il n'y a pas de fièvre. Mais il n'y a pas de fièvre parce que, tout simplement, on a cassé le thermomètre. Vous voyez ? Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. On vous dit que la sécurité sociale est en déficit. Il faut arrêter de la ponctionner de toutes parts, notamment avec de l'insalubrité environnementale. Il fonctionne. Alors, il nous reste 2 ou 3 minutes, je pense. Donc, on va encore prendre une question. Ce que je vous recommande, avant le repas, juste une seconde, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir les Robins des Toits et Frédéric Furlano au stand de Robins des Toits dans la salle, si jamais vous avez d'autres questions. Donc, on va prendre une dernière question. Oui, et puis, Alors, attendez, parce qu'il y a 2 micros qui ont été donnés en même temps. Donc, madame avait le micro là, et puis Bernard. Donc, je voulais juste poser une question sur les sacs qu'on appelle cache Faraday. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est efficace ou pas? Alors attention, la cage de Faraday, Faraday est une personne à l'époque où on faisait de la science.
Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, la science, elle est financée par les industriels. Donc la science, elle répond au financement industriel. Elle raconte la chansonnette que l'industriel veut bien qu'on vous raconte. Voilà. Donc Faraday, il avait découvert que en faisant varier le champ magnétique, on produisait des courants induits. Donc ça a donné les plaques à induction, vous savez, qui chauffent votre poêle à la cuisine. Alors, bon, ça c'est une bonne chose. Et il avait trouvé également qu'en s'isolant dans une cage de Faraday, c'est-à-dire, imaginez une caisse à 6 faces, emballée dans du papier alu, ça c'est une cage de Faraday. Donc vous protégez de tout ce qui vient de l'extérieur en termes de champs électriques. Ça ne protège pas des champs magnétiques, ça protège juste des champs électriques. Le problème, c'est quand vous mettez la source électromagnétique dans la cage de Faraday. Voyez, et les objets dont on parle là, ils sont programmés pour être connectés coûte que coûte aux pylônes de proximité. Donc si vous l'empêchez de communiquer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter en puissance pour atteindre coûte que coûte le pylône relais. Donc vous allez le fusiller, hein, vous allez accélérer son obsolescence. La batterie va chauffer. Vous le voyez comment? C'est que vous perdez de l'autonomie parce que la batterie se met à chauffer du fait de la ponction énergétique brutale dessus. Donc utiliser par exemple une cage de Faraday, c'est l'ascenseur. Utiliser son téléphone portable dans l'ascenseur, c'est pas se donner les meilleures chances de rester en bonne santé. Voyez, donc s'il doit être mis dans une cage de Faraday, le téléphone portable c'est éteint, mais complètement éteint. Voilà. Et après, j'ai montré hier lors de l'atelier que même éteint, il y avait des précautions à prendre. Je ne rentre pas dans les détails parce que je dois répondre brièvement. Et les détails techniques imposent de rentrer un petit peu dans le lourd. Mais voilà, pour répondre à la question, les cages de Faraday, ça n'est utile que pour les objets éteints. Et en général, on utilise plutôt les cages de Faraday pour se protéger de ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, un baldaquin avec un lit avec de la toile métallisée sur 6 faces, ça sert à vous protéger contre les pollutions électromagnétiques qui viennent de l'extérieur, en veillant bien à ce que le maillage soit d'autant plus fin que la longueur d'onde de laquelle vous voulez vous protéger est petite. Voilà. Donc ça, c'est une règle sur les cages de Faraday. Voilà. Merci. Oui. Bernard, oui. Je voudrais poser, j'aurais 2 questions, mais la plus importante, c'est est-ce qu'il n'y a pas des découvertes récentes ou non qui pourraient, comment dire, découvrir des ondes et des longueurs d'onde ou dans le spectre électromagnétique est très grand, qui seraient bénéfiques ou thérapeutiques? Oui, alors, vous me posez, non, je vous explique que la réponse est très claire et très nette. Hein. Évidemment que, alors il ne faut pas confondre l'acoustique et l'électromagnétique, déjà premier point. Le côté vibratoire, c'est souvent un effet mécanique, c'est plus de l'électromagnétique, d'accord? Donc le fameux 432 Hz que Sébastien hier soir évoquait dans son spectacle. Stéphane, pardon. Voilà. Stéphane évoqué hier soir, le 432 Hz est très connu. Moi, ce que je dis, en fait, le problème de fond est le suivant, et c'est pas pris en compte par la réglementation. Il y a les histoires de fréquences, mais il y a surtout la nature des ondes artificielles. C'est un petit peu, si je faisais le parallèle avec l'acoustique, l'onde électromagnétique naturelle, la lumière du soleil par exemple, c'est une onde électromagnétique. Et d'ailleurs, curieusement, chacun sait qu'il ne faut pas s'exposer de manière excessive au soleil. Hein, vous avez les dermatologues dans le corps médical qui vous alertent là-dessus. Mais curieusement, aux ondes électromagnétiques de plus basse fréquence, les radiofréquences, là, il n'y a pas de problème. C'est bizarre ça, non? Vous ne trouvez pas? Donc je reviens sur la nature des ondes. En fait, le vrai sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon exposé, c'est quand elles sont pulsées, elles sont en format marteau-piqueur. C'est un petit peu, si je faisais le parallèle, comme si on comparait un bruit de marteau-piqueur avec Mozart. Il est évident que vous allez tolérer beaucoup plus longtemps le Mozart, y compris si c'est à 120 décibels, qu'un marteau-piqueur à 120 décibels, parce que c'est agressif, et c'est le côté agressif, c'est comme une perceuse. Une perceuse, vous savez, les perceuses à percussion, pour ceux qui bricolent, vous enlevez le mode percussion, vous ne rentrez pas dans le mur béton, et puis vous mettez le mode percussion, tac, 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 et bien là, vous allez rentrer comme dans du beurre. Et bien au niveau des ondes électromagnétiques, c'est le même effet énergétique, c'est toxique pour la cellule. Et un jour, si j'ai le temps, mais vous l'avez sur la chaîne YouTube de Robin des Toits, j'explique pourquoi et en quoi c'est toxique dans le noyau de la cellule et qui fait qu'on ne pourra jamais s'adapter parce que le vivant est structuré comme ça. Voilà, nous sommes
des êtres vivants fondés sur des flux énergétiques, sur des flux électriques. Et ces flux électriques ont besoin de chuchoter entre eux. Et si vous les submergez d'un bruit électromagnétique qui dépasse leur capacité, ils ne s'entendent plus. Et ça déraille. Voilà. Donc la vraie question, ce n'est pas la fréquence, c'est la nature de l'onde. Si elle est continue ou si elle est pulsée, matraquée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.